Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos qui j'ai appelée Comprendre comment marche Internet. Donc jusqu'alors j'avais fait des vidéos qui étaient destinées on va dire à des connaisseurs, notamment mes vidéos sur la sécurité informatique qui nécessitaient de bonnes connaissances en PHP par exemple. Et désormais j'ai décidé de me tourner vers le tout public, vers des personnes qui n'ont pas nécessairement des capacités informatiques, mais qui néanmoins sont curieux de connaître qu'est-ce qui se passe lorsqu'ils utilisent leur PC, parce que tout simplement, comme vous le savez, maintenant l'informatique est devenue quelque chose omniprésent. Pour débuter cette nouvelle série de vidéos, on va commencer par la base, et notamment comment j'accède à un site web statique. Donc déjà, qu'est-ce qu'un site web statique? C'est un site web qui n'est pas dynamique. Donc là, ça ne vous avance pas plus. Quand je dis site web dynamique, c'est par exemple un site web qui nécessite du traitement de données, que ce soit par exemple des données passées par les utilisateurs grâce à des formulaires, ou encore des traitements faits par des fichiers ou des bases de données, et tout autre traitement qui nécessite du calcul, etc. Tout ça n'est pas un site statique. Un site statique est en réalité un site qui ne contient en réalité que du texte, des images, un design, mais qui n'a pas réellement d'interaction avec l'utilisateur, si ce n'est des liens pour changer de page, bien entendu. Donc déjà commençons par la base. Qu'est-ce qu'un site web? Donc tout d'abord un site, c'est un ensemble de pages liées entre elles grâce à des liens et qui sont encodées grâce à des langages web tels que le HTML, le CSS, le JavaScript, le PHP, Java J2E, etc. Ainsi, ces pages liées entre elles vont former une entité que l'on appelle un site. Pour qu'un site soit un site web, il faut que notre site soit connecté constamment à la toile. C'est-à-dire que nos pages soient sur une machine qui soit constamment liée à Internet, accessible par tous, n'importe quand, n'importe où. Vous pouvez bien entendu faire un site web sur votre PC. Il faudra installer pour cela des programmes très spécifiques, faire en sorte que votre PC soit accessible de l'extérieur par n'importe qui, et surtout n'importe quand, ce qui nécessite d'être constamment connecté à Internet et constamment allumé. Donc vous voyez bien que pour un ordinateur personnel, c'est assez contraignant. C'est pour cela que nous avons inventé des machines que nous avons appelées serveurs. Ces serveurs, ça va stocker vos pages web dessus, et ils présentent l'avantage d'être constamment allumés, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, de disposer toujours d'une connexion Internet, et bien souvent du très haut débit, et surtout, ils disposent d'une adresse IP fixe. Parce que contrairement à des machines comme votre téléphone ou encore votre PC, à chaque fois que vous vous connectez à un réseau, que ce soit votre box, que ce soit un réseau public, que ce soit le Wi-Fi de votre voisin, j'en sais pas, chaque fois vous serez attribué une adresse IP qui sera une adresse logique, c'est-à-dire qui changera selon la journée ou selon que vous vous connectez pour la première fois au réseau. Alors que le serveur lui dispose d'une adresse IP fixe, c'est-à-dire que cette adresse IP ne changera pas justement la machine et servira donc à l'identifier de manière certaine. Nous avons l'IP, nous savons à quel serveur correspond cette IP et on pourra définir quel serveur sans aucune ambiguïté. Bien entendu, sur votre PC, vous pouvez mettre une adresse IP fixe et comme je l'ai dit, mieux vaut utiliser un serveur. Donc maintenant, lorsque vous allez sur Internet, vous, utilisateur, qu'est-ce que vous utilisez? Vous utilisez ce qu'on appelle un navigateur Internet. Ce sont des logiciels qui vont permettre de comprendre les fichiers web qui sont encodés dans des langages web. Je m'explique, comme je l'ai dit, ces fichiers sont encodés dans des langages qui ne sont pas vraiment compréhensible pour vous. Et le navigateur va lui traduire ces langages et vous retourner un résultat graphique et ainsi ce sera votre site. Donc il y a bien entendu le traditionnel Internet Explorer de Microsoft. Longtemps en retard, il tente de remonter actuellement dans les standards, etc. Donc c'est très bien. Il y a également le navigateur Mozilla Firefox, longtemps le leader dans les navigateurs alternatifs. Il est un peu sur le déclin ces dernières années et il essaye de combler son retard. Donc il y a également Google Chrome qui devient de plus en plus populaire et devient un des principaux concurrents à Mozilla Firefox. Il y a également Opera, en entendant beaucoup moins parler, mais néanmoins c'est un navigateur plus que convenable. Et il y a également Safari, le navigateur de tous les produits Apple. Donc maintenant, comment est-ce que notre navigateur va pouvoir se connecter au serveur où se trouvent les fichiers du site visé? Comme je l'ai dit, le serveur est identifié par son adresse IP qui ne varie point. On va donc utiliser un protocole qui s'appelle le protocole HTTP pour Hypertext
transfert protocole qui va nous permettre de dire au serveur web retourne-nous les sources du site web. Donc nous sommes utilisateurs. Quand nous voulons aller sur internet, nous ouvrons notre navigateur, celui de votre choix. Le navigateur va alors envoyer une requête HTTP à une adresse IP précise. Par exemple, je vais demander à mon navigateur d'envoyer une requête HTTP au serveur dont l'adresse IP correspond à 209.85.147.106, qui correspond à un serveur google.fr. Donc j'envoie cette requête, le serveur visé va la recevoir et va donc me retourner le code source de la page google.fr. Le code source, c'est le fameux contenu de mes fichiers qui est totalement encodé, et donc le navigateur, comme je l'ai dit, va les interpréter et va nous retourner le site sous forme graphique, sous forme interprétée, et donc nous avons notre page de Google. Donc là vous me dites oui, c'est bien, mais le problème c'est que moi je n'écris jamais HTTP puis une adresse IP. Moi j'utilise par exemple http://google.fr. Oui, parce que nous avons inventé ce que nous appelons des noms de domaine. En réalité, un nom de domaine est un alias d'une adresse IP. C'est-à-dire qu'à une adresse IP, nous allons mettre en correspondance un nom de domaine. Pourquoi nous avons fait ça? Tout simplement parce qu'un nom de domaine est normalement plus facile à retenir qu'une adresse IP. Et nous avons également fait ce qu'on appelle un serveur DNS, donc Domain Name System. Donc c'est lui qui va s'occuper de transcrire le nom de domaine en l'adresse IP correspondante. Ainsi, quand vous utilisez votre navigateur et que vous demandez par exemple d'accéder à google.fr, le serveur DNS va prendre votre nom de domaine et va vous retourner l'adresse IP correspondante. Il va vous dire ici que google.fr a comme IP 209.85.147.106. Et ensuite, votre navigateur va alors faire une requête HTTP avec comme adresse IP 209.85.147.106 au serveur web. Donc là, vous me dites, mais comment est-ce qu'il trouve le bon serveur DNS qui contient l'alias, qui contient le nom de domaine et son équivalent en IP? Je ne vais pas complexifier tout de suite le cours. Dites-vous que c'est votre fournisseur d'accès, Orange, SFR, Free, Bouygues, qui va se charger de cela. Donc, en résumé, lorsque vous allez sur Internet, ce que vous faites, c'est que vous utilisez votre navigateur, qui va servir en réalité de client HTTP. Donc, vous allez utiliser des requêtes HTTP, donc par exemple pour demander google.fr, qui vont ensuite être envoyées à un serveur DNS, qui va vous retourner l'adresse IP correspondante. Le navigateur qui dispose maintenant de l'adresse IP va envoyer une requête HTTP au serveur disposant de cette IP. Le serveur web qui reçoit votre requête va alors vous retourner le code source de la page demandée. Le navigateur va quant à lui l'interpréter et va vous retourner le site sous forme graphique et compréhensible par vous, et c'est ainsi que vous accédez à google.fr. Donc ce schéma a été extrêmement simplifié, comme je l'ai dit, il n'y a pas le traitement comment est-ce qu'on trouve le serveur DNS ou comment est-ce qu'on trouve le serveur web. Ça, là comme je l'ai dit, c'est le premier cours, le but c'est d'être assez simple, que vous compreniez de manière globale qu'est-ce qui se passe lorsqu'on accède à un site statique. Là encore, je l'ai simplifié en prenant un site statique. Nous verrons dans une prochaine vidéo quels sont les ajouts lorsqu'il s'agit d'un site dynamique. Mais pour une première vidéo, je n'ai pas voulu faire compliqué, j'ai voulu faire accessible. Donc j'espère que cette nouvelle série de vidéos va vous plaire, qu'elle vous sera instructive. J'espère qu'elle répondra à certaines de vos questions que vous vous posez. Vous voyez déjà que lorsqu'on souhaite accéder à une page internet, vous voyez déjà qu'il se passe quand même beaucoup d'actions que l'on ne voit pas nécessairement. Et pourtant, tout cela se fait très vite. Et donc je trouve cela, très intéressant de savoir comment cela se passe derrière. Et donc j'espère que vous partagez cette envie et que ainsi vous allez voir les futures vidéos que je posterai sur ce thème. Merci et au revoir.